Je reviens tout juste de Birmanie avec Isor et Guillaume. La situation là-bas, c'est une situation dramatique. Le 1er février 2021, alors que la Birmanie est en pleine transition démocratique, l'armée prend le pouvoir par un coup d'État. En réponse aux militaires, le pays entier se met en grève. Des manifestations gigantesques éclatent dans toutes les régions. Mais face à la réponse violente de l'armée, la situation se durcit. L'opposition, initialement non violente, prend les armes. Après plus de 2 ans d'escalade, le pays bascule dans la guerre civile. Conflit, ça veut dire déplacement de population. Il y a 1,4 million de personnes dans tout le pays qui ont quitté leur village, soit parce qu'ils ont été brûlés, soit parce qu'il y a eu des bombardements aériens. Et ils se retrouvent jetés comme ça sur les routes. Ils se retrouvent en camp déplacés ou alors dans la forêt. Par exemple, dans le sud de la Birmanie, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans la forêt. Ça veut dire aussi des exécutions sommaires, des déplacements qui sont très compliqués d'une région à une autre. Et les personnes qu'on a rencontrées nous disaient que d'ici la fin de l'année 2023, les conflits allaient s'intensifier parce que les deux côtés ils veulent en finir. Donc ça crée un grand climat d'insécurité pour la population. On voit l'arrivée de réseaux de grand banditisme, la drogue, le trafic de drogue qui était déjà assez important, qui a repris encore plus. Et en termes économiques, c'est vrai que la situation est dramatique aussi parce qu'il y a une augmentation très forte des prix. Ça a doublé, voire triplé. Il y a plus d'1 million de personnes qui se sont retrouvées sans emploi. C'était la première fois que j'y allais et j'ai vraiment eu l'impression d'être accueillie comme une vieille amie. Donc de nous voir, pour eux, je crois que c'est un beau témoignage d'amitié. Et vraiment, il y en a qui ont fait, ceux qu'on n'a pas pu aller voir, ont fait des heures, parfois des jours de trajet, ont pris des risques incroyables pour juste venir nous rencontrer 2-3 heures parfois. Je pense à ce responsable de programme qui est venu des Chin Hills, donc qui est une région particulièrement touchée par le conflit et qui a traversé plein de routes, plein de checkpoints. À chaque fois, il faut savoir que tout le monde est contrôlé, les téléphones sont vérifiés. Et donc lui, il a fait tout ce trajet et il est arrivé et il nous a sorti des documents financiers pour nous, de son pantalon, voilà, qu'il avait pris le risque d'emmener jusqu'ici. Donc ça témoigne vraiment, pour moi, cette petite anecdote de ce courage qu'ont nos responsables de programme. On n'arrête pas d'être appelé d'abord sur des besoins de première nécessité, des enfants qui ont faim. Cet exemple à Tongji avec les Etaman Sisters qui ont mis en place avant le Covid et avant le coup d'État avait un centre d'accueil pour adultes sidéens où ce centre s'est transformé le soir en un véritable foyer d'accueil où les lits superposés sont collés les uns après les autres. Et ben, ces sœurs, elles ont besoin tout simplement de nourrir ces enfants, évidemment, avant de leur proposer une éducation durable. Le deuxième besoin est évident, c'est que l'éducation est une arme de construction majeure. En parallèle, il y a des initiatives d'écoles privées qui ont vu le jour. Dans toutes les zones de conflit, se sont mis en place des écoles dites informelles, mais qui sont interdites par les militaires, donc ça reste dangereux aussi d'étudier. Situation qui peut paraître apocalyptique, et pourtant tous les responsables que nous avons rencontrés nous disent on ne se pose pas la question de notre propre peur ou de la mort, on se pose la question de faire notre mission et de servir les plus fragiles. Et ils nous rappellent en fait profondément la mission d'Enfants de Mékong, qui n'est pas de résoudre un problème, mais de répondre aux appels des plus nécessiteux de manière fidèle. Et c'est ce que nous faisons et c'est ce que nous continuerons de faire fidèlement.